slogan libérateur. Il n'est pas de contrée en France où les patriotes ne sont en train de reprendre la main. Et vous le montrez aujourd'hui. Des années, des décennies de rabaissement de la France et de mépris pour le peuple ont fini de rassembler les patriotes, de les mobiliser et de les porter au cœur de l'espérance française. Cette espérance, mes amis, je la ressens. Je la ressens dans chacun de mes déplacements de campagne, dans chacune de mes réunions publiques. Et l'on a souvent dit de l'Ouest qu'il représentait pour le mouvement patriote une terre de mission. L'un de ces territoires où les vieux clivages persisteraient, où les vieux partis continueraient de dominer la vie politique, où l'espérance nationale ne prenait pas, disait-on. Vous avez démenti ces analyses d'un autre âge. Aujourd'hui, l'ouest de la France n'est pas à la remorque du pays, mais est le fer de lance, est entré de plein pied dans la dynamique patriote. Bravo à vous. Et d'ailleurs, mes amis, vos succès électoraux ces dernières années en attestent. Nos idées ont progressé et convaincu ici plus vite qu'ailleurs, ce qui explique que le retard électoral est aujourd'hui comblé. Toutes les forces hostiles à l'espérance française ont perdu de leur vigueur. Elles s'essoufflent, elles se fatiguent à vouloir contrer un mouvement de la France, un mouvement des Français qui veulent reprendre leur rang. Ici aussi, dans l'Ouest, l'immigration de masse commence à faire des ravages. Et la mondialisation n'est plus aussi heureuse qu'on nous la vendait. Ici aussi, où l'entreprise, le travail sont depuis longtemps des valeurs unanimement partagées et revendiquées, ici aussi, on se rend compte que l'État ne protège plus nos indépendants, nos commerçants, nos artisans, nos petits patrons, nos agriculteurs, nos éleveurs. Ceux qui sont les murs porteurs de la Maison France, tous ceux qui pourtant ont façonné votre région comme ils ont façonné la France. Ici aussi, tous ceux qui ont le mérite et la fierté solidement ancrés dans leurs valeurs personnelles, tous ceux qui veulent transmettre par leur éducation les meilleurs fondamentaux à leurs enfants pour qu'ils s'en sortent par eux-mêmes et par leurs propres efforts, comprennent désormais que l'heure n'est plus à la reconnaissance du travail et de l'abnégation, mais qu'est venu le temps où l'on gagne moins d'argent à la sueur de son front qu'à la faveur de trafic et de deals en tout genre. Je sais qu'ici aussi, dans l'ouest de la France, la volonté de rendre la France à la France est venue. Je sais qu'ici aussi, quand je parle de restaurer le pouvoir du peuple, ces mots prennent un sens et ont de l'écho. Je sais qu'ici aussi, quand je dis qu'il faut remettre ce pays en ordre et rendre leur argent aux Français, je suis comprise. Bravo! Je mesure, vous savez, l'espérance qui naît dans cette grande et belle partie du territoire national. Je mesure la force et l'énergie que vous mettez à faire gagner la France. Je sais l'espoir qui est le vôtre, de renverser l'ordre établi et de pouvoir renouer avec une politique qui soit vraiment celle voulue par le peuple et mise en œuvre pour le peuple. Non, le mouvement patriote ne s'arrête plus aux portes de l'Ouest. Oui, il est partout, vivant et puissant. Oui, il souffle sur la campagne de France que nous sommes en train de mener. Nous menons une belle campagne, une campagne dont nous pouvons être fiers. C'est une campagne où nous présentons clairement, sans détour et sans mensonge, un projet que nous savons bon pour la France. Nous ne nous abaisserons pas ici à des combines partisanes, à des négociations de boutiquiers, à des arrangements législatifs qui systématiquement ramènent la politique à ce qu'elle a de plus bas. Et surtout, nous ne nous abandonnerons pas à la stratégie pourtant très souvent retenue par mes adversaires, celle des promesses 1000 fois renouvelées et 1000 fois trahies. Ah, ça c'est sûr que de cela, nous avons un spécialiste dans cette élection, c'est M. Fillon. Celui qui s'est présenté avec sa mine de première communion, hein, vous savez. Puis dont les Français ont pu percevoir quel était l'homme qui se cachait derrière cette posture. Et puis, il a un bilan, M. Fillon, pardon de le rappeler tout de même. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas si loin après tout. Hein. Il a été
Pendant 5 ans, le Premier ministre de la France, ou plutôt, devrais-je dire, il a promis de gouverner la France, mais il ne l'a pas fait. Et c'est bien cela, M. Fillon, c'est l'homme du passif redoutable d'un quinquennat qui n'a servi qu'à détricoter des promesses aussi vite oubliées que le pouvoir avait été conquis. Ils n'ont aucune excuse. Aucune. En 2007, Nicolas Sarkozy a été porté par une vague, par une dynamique dont il faut admettre qu'elle était à l'époque incroyable. Il aurait pu tout changer. Il aurait pu respecter les promesses qu'il vous avait faites. Eh bien, il ne les a pas respectées. Il n'a pas profité de cette dynamique. Il s'est précipité pour jouir du pouvoir comme quelqu'un qui avait gagné au loto. Un quinquennat. Celui de messieurs Sarkozy et Fillon placé sous le signe d'un mépris terrible pour les engagements pris devant les Français. Je pense qu'il a été la démonstration la plus aboutie du cynisme politique. Et je pense d'ailleurs qu'il est une des raisons majeures de la désaffection des Français pour la politique. Car mes amis, souvenez-vous quand même de François Fillon qui nous parlait en 2006-2007, avant l'élection de Nicolas Sarkozy et avant sa nomination à Matignon. Ah, les propos étaient musclés, hein, ils étaient durs, sur toute une série de sujets où l'on promettait, souvenez-vous, la rupture. Je passe sur le pouvoir d'achat qu'ils allaient rendre aux Français, vous avez vu ce que ça a donné. Je passe sur ces cris d'orfraie qu'en devenant Premier ministre, il s'alarme d'un État en faillite. Hein, il a fait 600 milliards de dettes de plus pendant son quinquennat, c'est un record absolu. Même François Hollande n'a pas réussi à faire mieux. Je passe, même si cela mériterait de long développement, tant l'affaire est grave, sur l'immense trahison du traité de Lisbonne, qui, à l'initiative de messieurs Sarkozy et Fillon, a validé le texte de la Constitution européenne, pourtant très majoritairement rejeté par les Français par référendum en 2005. C'est les Français qui avaient raison. Tout nous a dit depuis que c'était les Français qui avaient raison. Et nos élites qui les ont trahis, qui ont tort. Mais pardonnez-moi quand même de revenir quelques minutes, de vous rafraîchir la mémoire en quelque sorte, de revenir sur les promesses en matière d'immigration et de sécurité. Parce qu'il nous refait la même opération, François Fillon. Il pense qu'écrire un livre contre le fondamentalisme islamiste, le boulot est fait. Pardon, mais je me permets de vous rappeler qu'ils devaient drastiquement baisser l'immigration. Hein. Vous vous souvenez, ils allaient mettre en place des quotas pour que la France puisse réguler et choisir l'immigration de travail. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a redit ça il n'y a pas longtemps, me semble-t-il. Il allait s'attaquer au défi du communautarisme. Il voulait une république qui ne transige pas. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, qu'a-t-on vu? Rien. Zéro, la bulle. Ou pire, on a vu l'immigration exploser pour atteindre un rythme de 200 000 entrées légales par an. Encore une fois, pire que sous Jospin. Immigration illégale, naturalisation, tous les voyants se sont mis au rouge. On a vu le communautarisme se répandre à une vitesse phénoménale. On a vu la République reculer partout. On a vu se multiplier les violations de la loi sur la laïcité. On a vu des communes, souvent dirigées, il faut bien le dire, par des élus UMP, négocier, faire des accommodements raisonnables et, pour finir, financer les mosquées avec l'argent public. On a vu aussi l'hypocrisie. On a vu l'hypocrisie se déchaîner quand il s'est agi de l'Europe. Jamais ils n'ont rien fait pour tenter d'arrêter ce projet funeste de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Jamais. Ils ont au contraire ouvert chapitre de négociation après chapitre de négociation. Ils n'ont jamais mis en place de frontières nationales et ont laissé prospérer cette folie de Schengen, de l'Europe passoire, dépossédée de frontières nationales, laissant la responsabilité aux pays les plus pauvres de contrôler les entrées, comme si on pouvait encore une fois confier à la Grèce qui est en faillite ou à l'Italie qui est submergée, le soin de protéger nos frontières. L'immigration et le communautarisme ont pris une ampleur inégalée, laissant le poison du fondamentalisme islamiste se répandre en France. Leur faiblesse sur la laïcité, leur incapacité à faire tenir la République alors qu'elle avait besoin d'être soutenue face à ces coups de boutoir d'une idéologie devenue conquérante, leur lâcheté a entraîné des conséquences dramatiques. Souvenez-vous de cette terrible image, quand même, celle où l'on voyait pour la première fois le Premier ministre de la France aller inaugurer une mosquée cathédrale. La photo était d'autant plus cruelle
qu'on y voyait à côté d'un François Fillon manifestement pas du tout gêné de cette entrave terrible à la laïcité, une gamine prépubère déjà voilée. Quant à la sécurité, souvenez-vous-en également, ils allaient passer le Karcher dans les banlieues, les zones de non-droit, ils allaient mettre hors d'état de nuire la racaille. Dans ce domaine aussi, rien, et même pire que rien, ils ont supprimé la double peine, obligeant ainsi les Français à conserver sur le territoire national des étrangers qui avaient été condamnés pour des délits et pour des crimes, et même pire, à subvenir à leurs besoins avec vos impôts. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont strictement rien prévu, puisque un des premiers actes a été de supprimer 12 500 postes de policiers et de gendarmes, ruinant physiquement et moralement les forces de l'ordre. Et l'insécurité a explosé partout. Les cambriolages dans les campagnes, plus d'un seul village où l'on puisse en France laisser la porte de chez soi sans la fermer à double tour, où l'on puisse laisser sa voiture sans la fermer à double tour. Pire, l'insécurité a muté. Et c'est à la fin de ce quinquennat désastreux qu'a commencé la vague d'attentats islamistes de laquelle nous ne sommes toujours pas sortis. Souvenez-vous, nous venons de commémorer ce terrible drame des tueries perpétrées par Mohamed Merah. J'alertais déjà à l'époque sur cette inaction terrible et terriblement coupable, puisqu'il s'agissait non seulement pour eux de ne rien faire, mais pire, de trahir les Français en faisant au pouvoir exactement l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Souvenez-vous, en 2012, quand je disais lors d'un meeting combien de Mohamed Merah dans les bateaux qui arrivent en Europe chaque jour, j'ai été pour cela insulté, méprisé, mis au banc. Depuis, nous avons appris que dans les attentats du Bataclan, il y avait au moins 3 ou 4 terroristes qui s'étaient infiltrés dans les flux de migrants en provenance directement de Syrie ou de Libye. Et que retrouve-t-on aujourd'hui quand on lit les tracts de campagne de M. Fillon? Les mêmes promesses que celles de 2007. Les mêmes. Mais au mot près, à la virgule près. Comme si nous n'avions rien vu, comme s'il ne s'était rien passé. Toujours les mêmes tentatives d'enfumage des Français. Et le seul problème pour eux, c'est que nous avons compris entre-temps. Nous avons tiré les leçons du passé et l'on ne nous y reprendra plus. Les Français ne sont pas dupes. Leur conscience politique a mûri. L'exigence dans le respect des engagements pris devant eux est forte désormais dans leur cœur. Et puis ils ont pu voir, hein, 5 ans à droite, 5 ans à gauche. Rien, en effet, n'a changé. La même politique, quels que soient les domaines. Oh, un petit peu plus, 2% de plus par-ci, 2% de moins par-là. Mais la même ligne, la même vision qu'ils partagent. Vous savez, ces engagements que je prends sont pour moi un engagement solennel à votre égard. On a confiance. Ça, c'est sûr. Oui, on a confiance. Je veux construire mon projet autour de vous. Autour de vous. Vous en êtes le centre. Vous êtes le sujet principal. C'est ainsi que je l'ai construit, ce projet. Je suis d'ailleurs la seule à le dire. Je veux une démocratie de contrôle, où le peuple souverain et seul souverain puisse sans cesse vérifier la conformité de l'action politique avec le contrat passé lors de l'élection. D'où ces 144 engagements. On les listera au fur et à mesure de mon quinquennat. Et puisqu'ils connaissent ma détermination et ma volonté, les Français savent qu'avec moi il n'y aura pas, loin de la parole aux actes, mais au contraire une mise en œuvre immédiate de mes engagements pour les Français. Le mensonge, c'est aussi le mensonge par omission. Quand on n'ose pas dire la vérité aux Français sur son projet, ça c'est la marque de fabrique de M. Macron, qui parle. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut, mais il parle. Vous pourriez, dans la plupart de ses discours ou de ses interventions, inverser l'ordre des mots, ça aurait autant de sens que ce qu'il venait de dire. Je lui ai d'ailleurs fait remarquer lors du débat que nous avons eu il y a une semaine. J'étais quand même obligé de dire ce que, je crois, les Français ressentaient devant leur poste de télévision.
qu'il restait toujours dans le flou, dans un entre-deux, une sorte de logorée filandreuse, épuisante, censée donner raison à tout le monde et à personne en même temps. J'ai fait ce que je crois que vous aviez envie de faire devant votre poste de télévision, être le petit garçon de l'histoire qui dit « Le roi est nu ». En ne tranchant jamais, en n'ayant jamais aucune proposition claire, en ne portant jamais aucune vision pour la France, M. Macron cherche à continuer à plaire à tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il commence à inquiéter. Oui, il inquiète quand il ne dit pas ce qu'il veut faire pour la France, ce qu'il veut faire pour les Français. Son projet, en réalité, vous le connaissez parce que je le dévoile malgré lui. Son projet, c'est de mettre la finance, les banques et d'autres intérêts privés au pouvoir. C'est éclatant, c'est évident. Et en cela, je suis si éloigné de la machine à flou Macron, longtemps au service d'ailleurs de la machine à sous Rothschild. Macron. Macron, c'est assez bon, je veux dire. C'est l'homme soi-disant nouveau qui grenouillait déjà dans la commission Attali quand même il y a 10 ans. Bon. Il est un des symboles du pantouflage, vous savez, c'est le fait pour un haut fonctionnaire de rejoindre le secteur privé, il n'est pas le seul, dans le corps prestigieux dont il est sorti l'inspection générale des finances. Cela concerne 2 tiers des effectifs quand même. Un quart des grands patrons du CAC 40 sont énarques. Cela explique peut-être pourquoi les grands groupes trouvent si facilement l'oreille de l'État. Pour les hauts fonctionnaires, c'est l'appât du gain qui prime dans leur choix de pantoufler. Pour les recruteurs, il s'agit de se payer un lobbyiste qui connaît bien les rouages de l'État. Patron d'En Marche est d'ailleurs un spécialiste des allers-retours. Et il marche en avant, il marche en arrière. Puisqu'il est un des rares cas de rétro-pantouflage, lui. Il revient dans le giron de l'État à l'Élysée auprès de François Hollande en 2012. Alors voilà, on se pose des questions, on a le droit de se les poser. A-t-on le droit, par exemple, de poser la question du rôle qu'il a joué dans l'échec de la réforme bancaire, pourtant promise par son mentor François Hollande, cette mesure qui visait à séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires pour éviter que les banques continuent à jouer au casino avec votre épargne. Alors quand on évoque le sujet avec lui, il tatillonne, il menace, il sort de ses gonds. Il a du mal à garder son calme d'ailleurs, ce garçon. On se pose la question de savoir pourquoi tant de fureur, rien d'illégal, pourtant là-dedans, c'est son droit le plus strict. S'il veut plaire à ses amis banquiers aux dépens de l'intérêt général, mais ça n'est pas moi la vision que j'ai de la gouvernance d'un pays. François Hollande, passé de « mon ennemi c'est la finance » à « mes copains les banquiers », n'a pas été surpris que son protégé trahisse le seul point courageux de son programme. Ont-ils d'ailleurs jamais cessé d'agir de concert? Eh bien moi, ces arrangements entre copains, même s'il n'y a rien d'illégal, ils me posent problème. Voilà. La communauté d'intérêt créée entre le monde public et le monde privé n'est pas saine, car elle a de grandes chances de se tisser aux dépens de l'intérêt général. Ça m'inquiète, moi, lorsque je vois que M. Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, a permis à M. Drahi de racheter SFR, alors que M. Montebourg, son prédécesseur ministre de l'économie, y était à juste titre très opposé, et que les banques, copines de M. Macron, se sont fait des trésors considérables sur cette affaire. Ça me gêne quand je vois qu'il a vendu Alstom aux Américains. Ça me gêne quand je vois qu'il a vendu Technip aux Américains. Ça me gêne quand je vois qu'ils se servent de leur poste de ministre pour dépecer ce qui est notre patrimoine national pour aller le vendre plus offrant. J'appelle les Français à bien réfléchir, à bien écouter, à bien regarder le parcours des uns et des autres pour ne pas se réveiller éventuellement un lendemain d'élection avec plus dépossédés encore qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Car mes amis, l'heure est grave. Et la France ne peut plus jouer à ça. Elle n'en peut plus d'ailleurs, objectivement, des mensonges. Des mensonges de sa classe politique. Elle n'en peut plus de la cupidité personnelle et de l'égoïsme. L'égoïsme qui a supplanté la défense des intérêts du peuple, la défense de l'intérêt supérieur. Nous ne pouvons plus perdre de temps à écouter des bonimenteurs, à vouloir leur laisser les clés de l'Élysée pour 5 ans supplémentaires avant de les sanctionner dans les urnes aux élections suivantes. Mais trop tard, trop tard. Tic-tac, tic-tac.
à la vitesse à laquelle les problèmes de la France s'aggravent, compte tenu de la gravité des défis qui sont face à nous, nous ne pouvons plus perdre de temps en une nouvelle expérimentation qui en réalité entraînera encore son cortège de déception et de désillusion. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons plus aller de fausse alternance en fausse alternance, de fausse rupture en vraie trahison. Il est temps de prendre un autre chemin. La France et les Français attendent la vérité. Ils attendent un projet clair, une vision claire. Ils attendent qu'on leur propose un chemin qui corresponde à leurs aspirations profondes et qui soit en même temps crédible, solide. Un chemin que l'on puisse raisonnablement faire suivre à la France et aux Français. Ce chemin, je le dessine en toute sincérité et je ne cache pas qu'une partie de la route ne sera pas facile. Je le dis clairement aux Français, notamment en matière de retour à la loi républicaine sur le territoire et à la fin des féodalités, à la fin des zones de non-droit, à la fin des communautarismes. Parce que la France, aujourd'hui, a généré le plus grand nombre de djihadistes. Nous sommes une usine à djihadistes. Elle est là, aujourd'hui, la réalité de notre pays. Il est là, le bilan de ceux qui nous ont dirigés. Je sais qu'il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour remettre la France en ordre. Je le sais. Remettre la France en ordre sur le plan institutionnel en supprimant ces intercommunalités qui ont coûté une fortune et qui vous empêchent de savoir exactement qui fait quoi, en supprimant ces conseils régionaux qui ont coûté une fortune et qui en réalité créent des doublons de compétences, en rétablissant la commune, le département et la nation, parce que c'est ça notre identité institutionnelle, c'est ça qui vous permet cette démocratie du contrôle à laquelle je suis si attaché. Bien sûr, il faudra remettre la France en ordre sur le plan diplomatique pour arrêter de faire des cadeaux au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui sont des pays qui financent le terrorisme islamiste. Là encore, M. Fillon ne nous explique pas ce qui a pu le pousser à mettre en place des exonérations fiscales sur les plus-values immobilières pour précisément ces deux pays en question. Il faut que nous retrouvions la place de la France qui est la nôtre, une voix particulière dans le monde, car croyez-moi, je suis allé rencontrer le président Aoun au Liban, je suis allé rencontrer le président Idriss Déby au Tchad, je suis allé rencontrer le président Vladimir Poutine en Russie. La France, le monde nous attend, le monde attend la France. La France, celle qui défend le monde multipolaire, celle qui porte l'idée du respect des nations, de la souveraineté des nations, du respect de l'identité de chaque peuple. Cette France qui a été inexistante sur le plan diplomatique dans les dernières années, qui n'a réussi à régler aucun des conflits qui sont nés dans le monde, parce qu'elle n'est plus crédible aux yeux des autres nations, parce qu'elle s'est soumise à une Union européenne qui ne défend pas les intérêts des peuples d'Europe, qui défend les intérêts des banquiers et des grandes puissances financières. Oui, il faut remettre la France en ordre sur le plan économique, sur le plan social. Je sais aussi qu'il faut compter sur l'unité de la nation, sur la confiance dans ses dirigeants pour que cette remise en ordre du pays se fasse efficacement et sereinement. Car la main ne devra pas trembler lorsqu'il s'agira de réaliser certains des engagements que j'ai pris devant les Français. Et il faudra assumer l'action publique. Je pense notamment à l'un des points importants de mon projet, qui consiste à mettre en place un plan de désarmement des banlieues concernées de reprise en main par l'État des zones de non-droit. Très concrètement, cela veut dire que nous devrons aller chercher les armes de guerre dans les caves, casser les trafics, notamment des stupéfiants. Qui finance les activités terroristes. Très concrètement aussi, cela veut dire que nous ciblerons les 5000 chefs de bande délinquantes et criminels identifiés par le ministère de l'Intérieur. Nous les mettrons hors d'état de nuire. Et pour empêcher leur reconstitution, nous instaurerons en complément de la peine pénale l'injonction civile d'éloignement.
Cela veut dire que le voyou, une fois qu'il a purgé sa peine de prison, ne peut plus revenir sur le territoire où il semait la terreur. Mais la politique, c'est aussi l'art de faire des choix. Le choix qu'a fait M. Fillon lorsqu'il était à la tête du gouvernement, ça a été les choix de retirer le matériel et les effectifs de la police. Moi, je ferai le choix inverse. Parce que nous devons évidemment comprendre que cette reprise en main des zones de non-droit, qui sont de plus en plus nombreuses, on n'a plus de chiffres d'ailleurs. En général, quand il n'y a plus de chiffres, c'est pas bon signe. Eh bien, elle implique un effort financier important de la nation. Car nous devons reconstituer les effectifs de police et de gendarmerie, en recrutant sur le quinquennat 15 000 agents. Nous devons aussi réarmer les forces de l'ordre en matériel. Certains commissariats sont lépreux. Nos policiers, parfois, travaillent dans des conditions qui sont honteuses, dans lesquelles pas un salarié n'accepterait objectivement de travailler. Ça n'est pas digne d'un grand pays comme la France. Mais c'est aussi moralement et juridiquement qu'il faut les réarmer. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent perdus, ils ne reçoivent plus d'ordre, ils sont systématiquement culpabilisés par leur hiérarchie. Alors je souhaite mettre en place la présomption de légitime défense pour les policiers, c'est la moindre des choses. Assurer que je mettrai tout en œuvre pour que cet immense travail de remise en ordre se fasse dans les meilleures conditions. Je veillerai en particulier à ne jamais céder à la tentation de la remise en cause de l'état de droit, parce que je veux être aussi la présidente de la République qui veille à la protection des grandes libertés individuelles et collectives. J'ai fait, mes amis, ce petit détour par la question cruciale de la sécurité. C'est en effet, vous le savez, un point important de mon projet, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Quand je parle de remettre la France en ordre, c'est dans tous les domaines, je vous l'ai dit, et notamment celui de la politique économique. J'ai expliqué, je continuerai à le faire. Sans souveraineté monétaire et économique, il est impossible de changer quoi que ce soit à l'appauvrissement de la nation et au chômage de masse. Évidemment, je pourrais vous dire autre chose. Bien sûr que j'ai compris qu'un certain nombre avaient été sensibles à ce projet peur qui a été développé par les élites, et qui consiste à expliquer que si nous étions libres, alors nous serions perdus. Non, si nous étions libres, eh bien nous serions libres, tout simplement. Libres de décider pour nous-mêmes, libres de mettre en place les conditions pour que, enfin, notre économie se redresse, libres de se réarmer face à la mondialisation sauvage, quand tous les pays du monde le font, et qu'on nous interdit à nous de le faire. Les tenants du système ont beau tenter sur ce sujet les mensonges les plus éhontés. Ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit, je vous le dis, pour l'emploi et le pouvoir d'achat des Français s'ils laissent la France dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Ouverte à tous les vents de la mondialisation sauvage, soumise sans aucune protection au libre-échange international dans sa forme la plus brutale. On a vu ce que ça a donné dans l'agroalimentaire, dans l'ouest de la France. La concurrence déloyale que nous appelle l'Allemagne avec le porc. On a vu les conséquences dramatiques que ça peut avoir, des filières entières qui sont effondrées en l'espace de quelques mois. Incapable, parce que la loi européenne ne lui interdit de mettre en œuvre la moindre forme de patriotisme économique et de protectionnisme, enfermé enfin dans le carcan épouvantable de l'euro, véritable machine à austérité devenue même une arme politique dans la main de la Banque centrale pour mettre les peuples au pas, une arme politique, une arme qui est dans notre dos, enfoncée dans nos côtes pour nous dire là où il faut aller, pour nous imposer la politique d'austérité qui de surcroît ne règle pas ni nos déficits ni nos dettes. Regardez l'exemple de la Grèce. Ils lui ont imposé une politique d'austérité massive, de privatisation des ports, des aéroports, je ne sais quoi encore, de baisse des salaires, de baisse des retraites. Conséquence, 5 ans plus tard, eh bien la dette est passée de 100% du PIB à 180% du PIB. Les suicides ont explosé, les Grecs ne se soignent plus. Et ils sont aujourd'hui payés avec des tickets de consommation en partie, en complément de leur salaire, comme les tickets de rationnement que nos plus anciens ont connus pendant la guerre.
Délocalisation, fermeture d'usines, licenciement massif, paupérisation des classes moyennes et populaires, fiscalité écrasante, dégradation des conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Écoutez, la liste est quand même longue des dégâts du système. Alors on continue ou on arrête avec tout cela? Les preuves par ces résultats sont innombrables de l'immense incompétence et de la folle incurie qui sont ceux, qu'est-ce que vous voulez, des dirigeants qui nous ont gouvernés, quoi. Moi je veux bien, je les ai vus sur les plateaux de télévision. Tout le monde cherche à passer pour le candidat anti-système. Ils sont tous anti-système. Moi je suis anti-système, moi aussi je suis anti-système. Mais alors qui nous a dirigés depuis 20 ans? Personne. Personne n'est responsable. Mais il me semble pourtant qu'ils ont tous été ministres. M. Mélenchon a été ministre, M. Hamon a été ministre, M. Macron a été ministre, et M. Fillon a été Premier ministre. Alors je veux dire, moi je ne donne plus aucun crédit aux hommes du système pour remettre notre économie debout. Tout simplement parce que précisément nous les avons vus à l'œuvre. Les mêmes qui nous promettent 1000 morts, d'ailleurs si les Français décidaient par référendum de retrouver une monnaie nationale, sont ceux qui nous promettaient la prospérité, souvenez-vous, le plein emploi, la baisse des prix en adoptant l'euro. Regardez encore une fois ce que vaut leurs paroles. Je vais vous dire, moi je fais confiance au peuple français, j'ai pas peur de lui. Ce que je souhaite, quand je serai élu président de la République, c'est engager une négociation avec l'Europe, vous le savez. J'irai défendre quoi? Vos intérêts. La liberté du peuple français à décider pour lui-même. J'irai lui rendre ses libertés fondamentales, la liberté de décider de ses frontières, de qui rentre et de qui sort, la liberté de ses lois, parce que je ne vois pas bien où est la démocratie lorsqu'on vote des lois, mais que les lois en réalité ne peuvent pas être mises en œuvre parce qu'une directive européenne lui est supérieure en autorité. La souveraineté économique, pour tout ce que je vous ai dit, pouvoir faire en sorte que la commande publique soit faite auprès des entreprises françaises pour défendre l'emploi français, pouvoir sauver nos entreprises lorsqu'elles sont victimes de fonds étrangers vautours, éviter qu'elles soient rachetées encore une fois pour que s'enfuient avec elles les technologies, notre génie national. Cette souveraineté budgétaire qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Moi je suis optimiste. Je pense que je gagnerai cette négociation et croyez-moi, je ne serai pas toute seule autour de la table à réclamer cela. Parce que si un pays aussi puissant, aussi fort que la France se met à la table des négociations et oblige l'Union européenne à venir à la table des négociations, alors il sera suivi. Il sera suivi par l'Italie, par le Portugal, par la Grèce, par tous les pays qui souffrent de la situation économique actuelle, de la politique économique mise en œuvre par l'Union européenne. Mais je serai aussi sûrement rejoint par les pays d'Europe de l'Est qui ne supportent plus l'ingérence de l'Union européenne dans le fonctionnement de leur pays, qui va à l'encontre des choix démocratiques de leur peuple. Et puis après, mes chers amis, pour un choix aussi important que celui-là, rester ou sortir, compte tenu du résultat de la négociation, ça n'est pas moi qui vais décider. C'est vous qui allez décider. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle preuve de confiance supplémentaire je peux apporter au peuple français que de lui dire, à l'issue de cette négociation, qu'elle soit victorieuse ou non, c'est vous qui déciderez. Mais au moins on aura débattu, on en aura parlé, vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de la souveraineté monétaire, de la souveraineté territoriale, de la souveraineté législative, de la souveraineté économique. Comme le débat qu'il y a eu pendant la Constitution européenne. Avant le débat, ultra-majoritairement, les Français étaient pour cette Constitution. Et quand le débat a eu lieu, les Français étaient 55% à être contre cette Constitution. Ce débat, je le forcerai. Mon élection sera une chance, précisément, pour poser au milieu de la table les gigantesques problèmes qui ont été créés par la gouvernance de l'Union européenne. Et après, vous déciderez. Vous voulez rester, vous resterez. Et moi, je quitterai la présidence. Parce que moi, je respecte ma parole. Mes chers amis, mes chers compatriotes, si vous décidez
si cette négociation a échoué et que vous décidez de sortir pour retrouver cette liberté, alors c'est tous ensemble que nous redresserons notre pays et nous le remettrons sur les rails qu'il n'aurait jamais dû quitter. On a besoin de toi, Marie! Alors, j'ai envie aujourd'hui aussi de vous mettre en garde contre l'illusion de modernité qu'il pourrait vouloir faire passer dans le débat public, comme si la modernité de la politique économique proposée passait par l'onction médiatique, rapidement donnée à condition de respecter les dogmes de la pensée unique. Il est certain que vous passerez plus facilement pour un moderne si vous vous contentez de déblatérer sur les plateaux de télévision comme ces quelques experts, ces quelques sachants. On y voit toujours les mêmes ritournelles bien connus du catéchisme ultralibéral dominant. L'Europe ne marche pas, donc il faut plus d'Europe. On ne peut pas dévaluer la monnaie, donc il faut faire baisser les coûts pour être productif. Bon, il sous-entendait, il faut baisser les salaires, etc. Ou encore le code du travail archaïque, il faut tout libéraliser, tout laisser faire. Mais ce n'est pas parce que nous remettons en cause les dogmes de l'Institut Montaigne ou de Terra Nova que nous ne sommes pas modernes. Au contraire même. Je pense que nous sommes totalement dans la modernité. Nous sommes dans le monde qui se lève. Nous sommes même les fers de lance de ce monde qui se lève. La modernité, on le voit bien dans le monde qui change aujourd'hui, c'est de réfléchir aux conditions les meilleures que l'on peut donner à nos entreprises pour réussir. C'est de faire les bonnes analyses et prendre les décisions les plus utiles pour créer un écosystème de qualité qui favorise la création, l'innovation et l'investissement. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens ressentent qu'on ne peut plus véritablement entreprendre, faire gagner ses projets, porter haut ses ambitions dans la France d'aujourd'hui. J'en parle ici, au Sable, où un superbe projet a vu le jour en 89, le Vendée Globe, porté par Philippe de Villiers, à qui je profite pour rendre hommage. Non seulement pour le Vendée Globe, non seulement pour le Puy du Fou, mais pour son combat pour le souverainisme qu'il a toujours porté, en portant toujours en étendard la défense de l'identité de notre pays. Eh bien, ce combat nous est incontestablement commun. Je vous l'ai dit, les mesures de bon sens que je mettrai en œuvre lorsque je serai président de la République sont claires et compréhensibles par tous. On a bien compris que une économie sans pouvoir d'achat ne peut être profitable aux entreprises. Je l'ai dit souvent, le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer ses clients. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, qu'un chômage de masse entraîne un appauvrissement, une inévitable dérive des comptes sociaux et par là même une fiscalité déraisonnable et par là même d'ailleurs des retraites qui ne cessent de s'amenuiser. Alors retrouver notre souveraineté économique, comme je vous l'ai dit, lutter contre la concurrence internationale déloyale, c'est la première condition. C'est le changement de logiciel indispensable si l'on veut sortir du marasme qu'on connaît, si l'on veut se donner les moyens d'entreprendre. Que l'État puisse favoriser les entreprises françaises, notamment dans la commande publique, que nos enfants dans les écoles mangent des produits des agriculteurs français. Est-ce que c'est pas du bon sens ? Qu'on ne laisse pas des entreprises comme Whirlpool délocaliser, mettre des centaines de salariés au tapis pour partir s'installer en Pologne. Et pour faire quoi ? Pour vendre en Pologne? Non, 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 non. Pour vendre en France? Eh bien, il n'en est pas question, je suis désolé. C'est en même temps tout à fait stupide de laisser faire cela et profondément injuste pour les Français. Moi, je vais vous dire, si je veux une monnaie nationale, c'est pas du tout pour me replier, comme ils disent, pour m'isoler, c'est pour partir à la conquête du monde. Parce que les Français veulent partir à la conquête du monde, parce qu'ils l'ont fait par le passé et parce qu'ils le feront encore dans le futur. Vous savez bien, tous ceux qui connaissent les entreprises, eh bien mon projet, il est fondé sur la baisse des charges qui pèsent sur elles, l'allègement de la fiscalité, notamment pour les TPE et les PME, parce que je pense que c'est le cœur de la création d'emplois, la défense résolue des entreprises industrielles, parce qu'on nous a vendu un pays sans usine, hein, vous vous souvenez?
C'était superbe, un pays sans usine, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas et ça entraîne un chômage de masse. Les mesures pour faciliter l'accès au crédit, pour encourager la transmission d'entreprises, pour réduire les délais de paiement de l'État et des collectivités, tout cela est précisé dans mon projet. Et tout cela consiste en un véritable encouragement à la création d'entreprises. Une des dérives d'ailleurs qui a touché si cruellement tant d'entrepreneurs, d'indépendants, c'est le RSI. Nous lui réglerons définitivement son compte. Un nouveau régime sera proposé avec un basculement possible pour ceux qui le souhaitent vers le régime général. Et il y aura une amnistie pour les arriérés. Et vous déclarerez vos revenus vous-même à l'avenir trimestriellement. Parce que moi, je fais confiance aux indépendants. Je refuse de les voir traités comme des fraudeurs en puissance. Cette page douloureuse, ouverte par Xavier Bertrand, le couteau suisse de M. Fillon, sera enfin tourné. Enfin, chers amis, il faut sauver notre système de protection sociale en mettant d'abord fin aux multiples abus et aux effets d'aubaine qui l'ont considérablement fragilisé. Je pense à ces droits multiples qui ont été accordés aux immigrés clandestins ou non. L'aide médicale d'État, le droit d'asile dévoyé, les aides au logement, les minima sociaux qui leur ont été accordés, parfois sur simple déclaration. Mais je pense aussi aux complémentaires santé qui ont abusé en facturant 8 milliards de frais de gestion, renchérissant ainsi le prix de ces complémentaires, en particulier pour les personnes âgées. Je pense aux laboratoires qui fixent le prix des médicaments, non pas en fonction du prix de production, mais du prix de remboursement par l'État. Ben, c'est pas plus simple comme ça, hein, franchement. Je pense à la fraude sociale, évaluée par un rapport sénatorial à 20 milliards d'euros. Tout cela, nous allons y mettre fin. Parce que c'est cela qui permettra de sauver notre système de protection sociale. Arrêtez de les croire lorsqu'ils disent que le système de protection sociale ne peut pas survivre. Ça n'est pas vrai. S'il est en difficulté aujourd'hui, c'est à cause de tous ces abus, c'est à cause de tous ces gaspillages, mais c'est aussi à cause du chômage de masse, car il ne peut pas y avoir un système de protection sociale qui soit équilibré s'il y a un chômage de masse. Et le chômage de masse, c'est eux, c'est leur responsabilité, c'est leur gestion, leur direction. Recréer de la richesse, retrouver la voie de l'emploi, et alors l'intégralité de nos comptes, évidemment, retrouveront l'équilibre. Et on pourra faire du social. Oui, moi, je veux faire du social. Je veux être la présidente de la République qui va rétablir la demi-part pour les veufs et les veuves qui a été supprimée par François Fillon. Je veux être celle qui va augmenter de 20% le minimum vieillesse pour que nos personnes âgées ne vivent pas dans des conditions indignes dans notre pays. Je veux être celle qui va augmenter de 20% l'allocation adulte handicapé, parce que les plus modestes, les plus faibles, doivent faire l'objet évidemment de toute notre attention. Oui, je vais être celle qui va rendre son caractère universel aux allocations familiales, parce que évidemment nous devons soutenir la natalité en France, car là aussi c'est une des conditions de l'équilibre de l'ensemble de notre économie, et c'est aussi parce que sans nos enfants, eh bien nous aurons quoi à transmettre, et à qui? Je vais être la présidente de la République qui va donner la priorité nationale aux Français pour le logement, pour l'accès à l'emploi. Parce que, encore une fois, mes chers amis, encore une fois, ces logements sociaux, c'est nous qui les avons financés, ce sont nos parents, nos grands-parents. C'est quand même la moindre des choses qu'il puisse y avoir une priorité d'accès dans ces logements sociaux, évidemment, aux nôtres. Il en est de même pour l'emploi. Je vais supprimer la directive détachement des travailleurs
qui crée, elle, une priorité étrangère à l'emploi, puisqu'on va chercher des travailleurs qui coûtent moins cher aux entreprises pour les mettre en concurrence avec les travailleurs français. Dans un pays où il y a 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, je vois la France telle qu'elle est. Et présidente, je réglerai les problèmes que vous avez. Les retraites, les petites retraites minuscules. Je mettrai en place cette prime de pouvoir d'achat que je ne ferai pas financer par les entreprises, que je ne ferai pas financer par de nouvelles taxes ou par de nouveaux impôts, mais par une contribution sociale à l'importation. Ça permettra d'accorder 80 € par mois en moyenne à tous ceux salariés et retraités qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Oui, les Français les plus modestes sont notre priorité. C'est ça, la fraternité qui est inscrite au fronton de notre République. La désertification des campagnes, les problématiques d'accès aux soins, de plus en plus durs, de plus en plus longs, de plus en plus chers, les déremboursements de médicaments. Vous croyez que je considère cela comme une fatalité? Ça n'est pas une fatalité. C'est un choix qui a été fait par les gouvernements qui se sont succédés. On parlait du chômage, ce drame pour ceux qui en sont victimes, mais ce drame aussi pour leurs familles. Le chômage des jeunes, le chômage des femmes, parce que les femmes sont les premières avec les jeunes à se retrouver au chômage lorsqu'il y a une crise économique. La précarisation, notamment, encore une fois, des femmes aggravées par des lois comme la loi El Khomri, des lois de dérégulation totale, qui met en place la loi du plus fort. Ça n'est pas la vision que nous avons de la nation. Vous savez, tant des 144 propositions que vous trouverez dans mon projet sont le fruit du travail de gens comme vous, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des entrepreneurs, des mères de famille, des cadres et des employés. C'est le peuple de France qui a inspiré mes propositions. Je me bats pour que la France reprenne son rang dans le monde. Je me bats pour que la France retrouve la possibilité d'entreprendre, pour que chacun puisse s'y sentir en sécurité. Je ne peux plus supporter l'idée que l'espace public soit devenu un espace d'angoisse pour beaucoup, qui sortent de chez eux et qui ne se sentent plus en sécurité nulle part. Je me bats pour que les Français, évidemment pour les Français, et partant pour le rayonnement de la France, j'ose le dire, je me bats pour les Français. Et un grand pays. Voilà ce que nous sommes. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez jamais les dirigeants politiques traiter la France comme ils le font, avec mépris. Les Français avec désinvolture. Vous méritez ce respect. Exigez ce respect. Et pour conclure, je ne me refuserai pas le plaisir de citer le général de Gaulle. La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Certains dans la classe politique devraient réfléchir à cette sentence. Ne vous laissez pas convaincre par ceux qui pontifient dans les dîners en ville sur la fin de l'État-nation, sur la disparition de la France, sur la dilution de son peuple. Souvent, la France a été trahie par ceux-là même qui préfèrent une cage dorée à une sobre indépendance, qui préfèrent ouvrir la porte à l'ennemi tant que celui-ci promet de respecter le dieu argent. Cette France des inclus aux yeux clos vous craint. Elle vous craint car vous la renvoyez à ses bassesses, à ses petitesses. Gardez courage, car à la fin c'est toujours la France patriote, la France de Valmy et de Verdun, la France de Clémenceau et de Delattre, la France de la chaîne et du tracteur, la France éternelle, qui est notre bien le plus précieux, c'est elle qui gagne. Ici, en Vendée, souffle l'esprit de la
terre qui a chevillé à l'âme notre patrimoine immatériel et qui a su jalousement préserver notre patrimoine matériel, cette terre, cœur de nos croyances françaises et de nos déchirements nationaux, symbole de courage et de loyauté, qualité dont nous aurons désespérément besoin pour être dignes de la vision supérieure de la mission supérieure qui est aujourd'hui la nôtre, perpétuer la France. Vive la Vendée, vive la République, vive la France! On va chanter. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos combats.